Ils l'ont abattu puis ils l'ont accusé. À Minneapolis, un infirmier de réanimation de 37 ans, Alex Jeffrey Prey, tombe sous les balles d'agents fédéraux. Et en quelques heures, l'histoire se retourne comme un piège. Sa famille dit qu'il aidait une femme pacifique en train d'être pepper sprayed, pendant que l'administration le présente comme un terroriste domestique venu infliger un maximum de dégâts. Deux versions, une seule vérité. Et c'est toi qu'on force à choisir. Parce que si un homme peut être décrit comme un massacre évité, alors que, selon sa famille, il a son téléphone dans la main droite et sa main gauche vide, levée au-dessus de sa tête, alors n'importe qui peut être reclassé en menace en une phrase devant une caméra. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si la vidéo existe, pourquoi la narration officielle a-t-elle besoin d'aller aussi vite? Veux-tu que je continue à la prochaine part? Ils ne disent pas juste « un homme est mort ». Ils disent « voilà ce que ça signifie ». Selon le contenu que tu as fourni, tout commence lors d'une manifestation décrite comme pacifique à Minneapolis. Alex Jeffrey Prey y est présent et l'élément déclencheur n'est pas une arme brandie ni une attaque préméditée. C'est une scène de chaos humain au niveau du trottoir, au contact direct. Le texte affirme qu'il voit une femme manifestante pacifique se faire brutaliser. Il s'approche. Il aide. Et c'est là que tout bascule. On te donne une séquence très précise. Les agents pepper sprayaient la femme, puis ils pepper sprayaient Alex au visage. Ensuite, il est plaqué au sol par un groupe d'agents. Et pendant qu'il est au sol, il est frappé à répétition avec leurs armes avant d'être abattu encore et encore, environ 10 à 12 fois. C'est brutal, c'est rapide et surtout, c'est filmé, selon le récit. Mais voilà le piège. En parallèle, la même histoire est recadrée comme une opération héroïque, une conférence de presse, des phrases calibrées et une accusation lourde. Alex serait arrivé pour infliger un maximum de dégâts. Alors pose-toi une question simple. Si tout était aussi clair, pourquoi ont-ils besoin de le dire avec exactement les mêmes mots comme un script? Veux-tu que je continue à la prochaine part? Oui. Je garde la pression CRT toutes les 20-30 secondes avec preuves concrètes et micro-reset. La version officielle ne commence pas par une image, elle commence par une phrase. Dans ton contenu, on voit deux responsables répéter quasiment la même narration, comme si l'événement avait été préécrit avant même que le public ne digère la vidéo. D'abord, Greg Bevino, présenté comme le chef de la Border Patrol. Il affirme qu'un individu a approché les agents avec un pistolet semi-automatique de 9 mm. Puis il enchaîne. Les officiers ont tenté de désarmer cet individu, mais le suspect armé a réagi violemment et l'agent a tiré des coups défensifs. Et le clou, c'est la justification finale. Les médecins étaient sur place immédiatement, mais il a été prononcé mort sur les lieux. Puis, comme une copie conforme, Christine Gnome, secrétaire du Department of Homeland Security, reprend l'idée centrale. Selon elle, cela ressemble à une situation où Alex serait venu infliger un maximum de dégâts et tuer les forces de l'ordre. Et pour verrouiller l'image mentale, un détail est ajouté. 2 chargeurs avec des dizaines de munitions et aucune pièce d'identité. Maintenant, remarque ce qu'ils ne disent pas clairement. Ils insistent sur l'arme, les munitions, le scénario catastrophe, mais dans ce contenu, ils évitent de répondre directement à la question la plus simple, la plus visuelle. Est-ce qu'il a brandi l'arme, oui ou non? Et c'est ici que l'histoire bascule. Parce que quand un gouvernement doit vendre une exécution comme une prévention de massacre, chaque mot devient une arme. Veux-tu que je continue à la prochaine part? Et là, tout se resserre sur une seule question, celle qu'il n'aime pas entendre. Un journaliste demande directement à Christine Gnome, le 37 ans qui avait une licence de port d'armes, est-ce qu'il a brandi une arme? Et à quel moment les forces de l'ordre ont récupéré l'arme et les chargeurs? C'est une question simple, oui ou non? Quand? Comment? Mais dans ton contenu, sa réponse glisse. Elle ne dit pas clairement « oui, il l'a brandi ». Elle dit plutôt qu'il s'est présenté pour entraver une opération, qu'il a agressé nos officiers et qu'ils ont agi selon leur entraînement pour défendre la vie de l'officier et celle du public. Puis, elle lâche une phrase conçue pour frapper l'esprit. « Je ne connais aucun manifestant pacifique qui vient avec une arme et des munitions plutôt qu'avec une pancarte. » Voilà la contradiction centrale.
Parce qu'en même temps, la famille d'Alex dit qu'il n'était clairement pas en train de tenir une arme, qu'il avait son téléphone dans la main droite et que sa main gauche vide était levée au-dessus de sa tête pendant qu'il essayait de protéger la femme. Et le texte insiste sur un détail d'image. Sa main est vide. C'est soit vrai, soit faux, mais c'est vérifiable. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si tu dois éviter un oui-non sur une arme brandie, c'est peut-être parce que la vidéo ne suit pas le scénario qu'ils vendent. Et à partir de là, ils changent de terrain. Ils ne débattent plus de ce que tu as vu. Ils débattent de ce que tu es censé ressentir. Veux-tu que je continue à la prochaine part? Alors ils appuient sur le bouton le plus puissant, celui qui transforme instantanément un mort en menace. Dans ton contenu, il est dit que la Maison-Blanche a qualifié Alex Pray de terroriste domestique. Un reporter demande « C'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord et avez-vous vu des preuves? » Et là, Christine Gnome répond avec une définition « pas avec une preuve ». Elle déclare « Quand vous perpétuez de la violence contre un gouvernement pour des raisons idéologiques, c'est la définition du terrorisme domestique. » Puis elle conclut « Cet individu a commis un acte de terrorisme domestique. C'est les faits. » Notice ce glissement. On passe de « Qu'est-ce qui s'est passé ?» à « Comment on doit l'appeler ?» Et un autre journaliste enfonce le clou où est la preuve de son idéologie, parce que c'est ça le cœur de l'accusation. Mais dans ce contenu, au lieu de montrer un élément concret, un message, un manifeste, une déclaration, la réponse revient toujours à la même boucle. Il avait une arme, donc il n'était pas pacifique. Il avait des munitions, donc il voulait tuer. Il était là, donc il était coupable. C'est là que le récit devient plus grand que l'homme. Parce que si avoir un permis et être présent suffit à te coller l'étiquette terroriste, alors ce n'est pas seulement Alex qu'on juge. C'est le droit même d'être dans la rue sans être reclassé en cible. Et maintenant, regarde la vitesse de l'escalade. Parce qu'ils ne se contentent pas de le salir, ils accusent aussi ceux qui gouvernent l'État. Veux-tu que je continue à la prochaine part? Parce qu'une fois qu'ils ont collé l'étiquette terroriste, la prochaine étape est toujours la même. Élargir le champ, jusqu'à ce que tout le monde soit coupable. Dans ton contenu, Christine Gnome ne parle pas seulement d'Alex Pray. Elle vise aussi le maire, le gouverneur et même le procureur général du Minnesota. Elle affirme qu'ils auraient encouragé la résistance, qu'ils auraient doxé des agents, exposé leurs identités et permis que leurs familles soient des menacées. Et elle lâche une phrase qui ressemble à un ultimatum. « On ne le tolérera plus ». Puis vient le moment le plus froid. Elle présente les assignations à comparaître comme une preuve de culpabilité. Selon le contenu, elle dit que le maire, le gouverneur et le procureur général ont été subpoened devant un grand jury fédéral criminel. Et elle en tire une conclusion immédiate. Donc, ils couvrent quelque chose et ils seront traduits en justice. C'est une mécanique très simple. Pas besoin de verdict, pas besoin de procès. Juste l'annonce d'une procédure et l'image publique est déjà détruite. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Un grand jury, ce n'est pas une condamnation. Pourtant, dans ce récit, c'est utilisé comme une arme politique. Ils ont été convoqués, donc ils sont coupables. Et pendant que ce théâtre se déroule au micro, le public oublie le point de départ, un homme au sol, pepper sprayé, frappé, puis abattu 10 à 12 fois. Et là, l'histoire change encore de niveau, parce qu'ils sortent une justification émotionnelle impossible à attaquer sans paraître immorale. Veux-tu que je continue à la prochaine part? Et cette justification, ils la choisissent toujours avec soin, parce qu'elle neutralise le cerveau. Dans ton contenu, Christine Gnome bascule soudain vers un argument choc. Elle affirme que leur opération vise spécifiquement des pédophiles, des agressions sexuelles et des réseaux de trafic à Minneapolis. Elle dit qu'ils ont amené des dizaines et des dizaines de personnes devant la justice. Puis elle lance une accusation directe contre les autorités locales. Pourquoi les protègent-ils et refusent-ils de travailler avec nous? Et elle ajoute une phrase qui sonne comme un deal. Tout ce qu'il a à faire avant de relâcher quelqu'un de sa prison, c'est de nous les donner. Voilà comment la pression est construite. Ce n'est plus « que s'est-il passé à Alex Pray », c'est « si tu critiques l'opération, tu protèges les monstres ».
C'est une inversion totale du débat. Et c'est pour ça que ça marche si bien à la télévision. Ça force les gens à se défendre au lieu d'accuser. Mais regarde le timing. Ce discours arrive après la mort d'Alex, après la polémique, après les images, comme si la mission avait besoin d'un bouclier moral au moment exact où la narration commençait à se fissurer. Notice ce qu'ils n'ont pas expliqué. Ils parlent de réseau, de justice, de sécurité, mais dans ce contenu, ils ne reviennent pas sur le point concret. Comment un infirmier en soins intensifs présent à une manifestation finit abattu 10 à 12 fois? Et c'est ici que l'histoire flippe, parce qu'à partir de là, ce n'est plus seulement une opération. C'est un message envoyé à tout le monde. On décide qui est dangereux. Veux-tu que je continue à la prochaine part? Et maintenant, on arrive à la partie la plus humaine, celle qui rend tout ça impossible à balayer comme politique. Parce que dans ton contenu, Alex Pray n'est pas présenté comme un inconnu sorti de nulle part. Il est décrit comme un infirmier de réanimation au VA de Minneapolis, un ICU nurse qui s'occupait de vétérans américains, un dog dad, un homme dont toute la vie aurait été de défendre l'underdog et d'aider les gens. Et sa famille lâche une phrase qui coupe net: « Je n'utilise pas le mot héros à la légère. » Mais son dernier acte a été de protéger une femme. Imagine la scène. Pas en théorie, en vrai, une rue, une foule, du spray au visage, des cris. Et toi, tu vois quelqu'un se faire écraser, tu fais un pas, juste un pas. Et ce pas te place dans la trajectoire d'une force armée. Et c'est là que ça devient personnel pour toi, même si tu n'as jamais mis les pieds à Minneapolis. Parce que si un homme peut être décrit comme un terroriste domestique, alors que selon sa famille, il avait son téléphone dans la main droite et sa main gauche vide levée, alors le risque n'est pas réservé aux militants. Il touche n'importe qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise étiquette collée sur le front. Si ça te semble familier, dis-le en commentaire, parce que ce genre de scénario, beaucoup de gens ont l'impression de l'avoir déjà vu. Et maintenant, voici ce qui rend l'affaire encore plus troublante. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, c'est la machine qui permet de le faire encore et encore. Veux-tu que je continue à la prochaine part? Parce que l'histoire d'Alex Pray, telle qu'elle est racontée dans ton contenu, révèle une mécanique froide. Ce n'est pas juste une confrontation, c'est une fabrication de réalité en temps réel. Regarde comment les pièces s'emboîtent, D'abord, tu as l'événement brut, une manifestation, du pepper spray, un homme plaqué au sol, puis 10 à 12 tirs. Ensuite, d'abord, tu as la vitesse, une conférence de presse, des responsables qui récitent la même trame et une phrase qui verrouille tout. Tir défensif, tentative de désarmement. Il voulait infliger un maximum de dégâts. Puis tu as l'étiquette finale, celle qui écrase tout le reste. Terroriste domestique. Et une fois que cette étiquette est posée, tout devient logique par magie. Les coups deviennent défense. Les questions deviennent soutien aux criminels. Les témoins deviennent complices. Et même l'absence de preuves idéologiques peut être ignorée parce que l'image mentale est déjà plantée. Arme égale menace. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce système ne dépend pas seulement des balles. Il dépend du spectacle. Il dépend du fait que pendant que tu cherches la vérité, eux occupent déjà l'espace avec une version prête à consommer. C'est pour ça que les mots comptent autant que les tirs, parce que la vraie bataille, c'est celle qui se joue après, dans ta tête. Est-ce que tu crois tes yeux ou est-ce que tu crois le micro? Et maintenant, on arrive à la trajectoire, parce que ton contenu laisse entendre que ce qui vient ensuite pourrait être encore plus grand que Minneapolis. Veux-tu que je continue à la prochaine part? Parce que quand une histoire comme celle-ci se produit, elle ne reste jamais locale. Elle devient un modèle. Et ton contenu donne deux chemins possibles, deux futurs qui se dessinent en même temps. Premier chemin, la version officielle s'impose. Alex Pray reste le suspect. L'intervention reste défensive. Et le public, bombardé de mots comme massacre, domestique terrorisme, law enforcement operation, finit par retenir une seule idée: ils ont empêché quelque chose. Dans ce scénario, chaque nouvelle vidéo devient secondaire parce que l'étiquette a déjà gagné. Et le précédent est posé. Venir à une manifestation avec un permis légal peut suffire à te transformer en menace nationale. Deuxième chemin,
La narration se fissure parce que la famille insiste sur une image simple, presque impossible à oublier. Son téléphone dans la main droite, sa main gauche vide levée. Il protégeait une femme. Et ton contenu ajoute un détail crucial. Un reporter demande clairement s'il a « brandish a gun » et la réponse évite le oui-non. Dans ce scénario, plus les autorités parlent, plus les gens écoutent ce qu'elles ne disent pas. Et puis, il y a un élément qui donne un frisson à la toute fin de ton contenu, une phrase attribuée à Matt McDermott. Il dit qu'une lettre de Pam Bondi aurait été envoyée aux responsables du Minnesota, affirmant que l'ICE quitterait l'État si le Minnesota ne remettait pas ses fichiers électoraux à l'administration Trump. Et le commentaire qui suit est explosif. Ils utilisent le terrorisme sponsorisé par le gouvernement comme monnaie d'échange pour saisir l'infrastructure électorale avant les midterms. C'est énorme. Et ça laisse une sensation, la prochaine étape est déjà en train de se former. Et maintenant, la question finale. Si ce n'était pas seulement à propos d'Alex Pray, alors à propos de quoi était-ce vraiment? Veux-tu que je continue à la prochaine part? Parce que l'histoire, au fond, n'est pas seulement celle d'un homme abattu, c'est celle d'un pays où la vérité peut être remplacée en une conférence de presse. Voici l'insight qui reste. Même quand tout le bruit retombe, dans ton contenu, Alex Pray est décrit comme quelqu'un qui servait au quotidien, un infirmier en soins intensifs au VA, et pourtant, il est transformé en terroriste domestique en quelques lignes de script. Et cette transformation ne se fait pas avec une enquête complète, ni avec un procès, ni avec une preuve idéologique montrée au public. Elle se fait avec des mots répétés, synchronisés, livrés au micro pendant que les images circulent. Et c'est ça, la phrase qui résume tout. Quand l'État contrôle l'étiquette, il contrôle la mémoire. La famille dit « S'il vous plaît, faites sortir la vérité sur notre fils ». Les responsables disent « C'est les faits ». 2 phrases. 2 mondes. Et toi, tu comprends soudain que le danger n'est pas seulement ce qui s'est passé sur le sol de Minneapolis, c'est ce qui peut arriver après, partout ailleurs, si cette mécanique devient normale. Alors la vraie question n'est plus qui avait raison, c'est combien de fois une société peut-elle accepter qu'une personne soit effacée puis reprogrammée en menace avant que plus personne ne se sente en sécurité dans la rue? Si tu veux que je continue à décortiquer ce genre de récit, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo ne parlera pas seulement de ce qu'ils ont dit, mais de ce qu'ils préparent. Fin.